L'ambassadeur du Burundi à Paris qui avait répondu jusqu'alors à toutes nos invitations pour parler de la situation au Burundi, et ce soir, eh bien, il n'a pas donné suite à notre invitation, ce que évidemment l'on regrette. Donc Florent Dimokundo, qui tient ce soir le Burundi? Ce soir, d'après les informations qu'on a pu avoir, c'est le général Godefroid Niyombare qui a renversé le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la situation elle est assez confuse parce qu'ils n'ont pas réussi à accéder pour le moment à la radio-télévision nationale. Apparemment, il y a des négociations, mais ce qu'on peut, d'après les informations qu'on a, c'est que ce proche qui était un frondeur du parti au pouvoir a pris les choses en main. Il a défendu la population parce que la population, en fait, elle subissait une répression sanglante parce qu'il refusait que le président se représente pour un troisième mandat, parce que la position ne lui permettait pas, ni les accords d'Arusha. On va en parler. Antoine Glaser, est-ce que c'est aussi clair que vient de le dire Don Fleury Dimokundo, c'est-à-dire que ce soir, eh bien, clairement, on peut parler d'un coup d'État militaire, ce serait donc ce général Godefroid Niyombare qui tiendrait le pays? Oui, c'est un scénario très classique, hein. Je veux dire, quand même, il faut se rappeler, c'est un peu un scénario à la tunisienne. À un moment donné, il y a la police qui est plutôt du côté du pouvoir, et il y a une partie de l'armée qui se met du côté du peuple, de la population. En plus, ce type est un type qui est renommé parce que c'est un ancien chef d'état-major, premier chef d'état-major Hutu de l'armée burundaise, en même temps ancien chef des services secrets, et qui a été limogé en février parce qu'il était contre le fait que Pierre Nkurunziza se représente pour un troisième mandat. Donc quelque part, c'est le Midouane, en particulier pour la communauté internationale, qui faisait des pressions en disant, voilà, il fallait, s'il y a un coup d'État militaire, ça permet finalement de débloquer la situation. En plus, en Afrique, c'est un grand classique, un chef d'État qui va à un sommet de la paix pendant qu'il se fait débarquer chez lui. Et là, on sentait que, compte tenu des morts, compte tenu de la pression qu'il y avait avec les élections qui devaient se tenir le 26 juin, il voulait absolument se représenter. Il considérait qu'il n'avait pas fait son premier mandat, il avait été élu par le Parlement, donc il n'avait pas été... il n'avait pas fait son deuxième mandat, donc à partir de ce moment-là, situation bloquée, coup d'État militaire, comme par hasard, un ex-chef des services secrets, on veut dire qu'il connaît tout le monde et qui a le soutien sans doute de l'extérieur, qui arrive, le sauveur. Mais bien évidemment, en fait, je dis la Tunisie, c'était le général Rachid Amar du temps des Tunisiens qui est rentré aux États-Unis, qui a dit à Ben Ali qu'il fallait qu'il parte. C'était la même chose quelque part. Il ne faut pas oublier qu'au Burkina Faso, même si c'est vraiment le peuple, c'est vraiment les jeunes qui ont viré, il n'y a pas d'autre mot, Blaise Compaoré, mais il y a quand même une partie de l'armée, même si c'était partie de sa garde présidentielle, mais je veux dire, à chaque fois, il y a cette espèce d'alliance, et très souvent, la plupart du temps, il y a une partie de la bourgeoisie qui en a marre aussi parce qu'ils n'ont plus accès au marché. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand le chef il se renferme avec ses proches et les siens, c'est vraiment un clan. À ce moment-là, c'est pas simplement il y a le peuple, mais il y a une partie de l'armée et une partie de la bourgeoisie. C'est ce qui semble se passer au Burundi aujourd'hui. Oui, ouais, effectivement, parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, et ce qui est nouveau au Burundi, c'est que c'est vraiment une révolution générationnelle. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont allés dans la rue, c'est la société civile qui s'est battue. C'est vrai, l'opposition les soutient, il y a aussi des membres du parti d'opposition qui les ont poussés à y aller. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, si vraiment le coup est consommé, c'est vraiment une victoire des jeunes, c'est une victoire du Burundi, de la population burundaise, pour la démocratie, pour la défense des libertés publiques et pour la défense de la loi fondamentale qui est la constitution du Burundi. Vous dites si le coup est confirmé, donc ce soir vous restez quand même prudent parce que vous me dites dans le même temps, vous me dites oui c'est fait, l'ancien chef des renseignements tient le pays, et puis dans le même temps vous dites si le coup est confirmé, ça reste quand même un peu fragile tout ça. C'est pas certain encore, il y a quand même une incertitude quand même sur le positionnement de l'armée, parce que l'armée, dans cette histoire, elle est restée quand même relativement neutre jusqu'à présent. Pour vous, là, elle a pris vraiment le parti de l'opposition et de ceux qui étaient dans la rue? Oui, là, il a pris le parti de ceux qui étaient dans la rue. Il n'y a pas de dissension au sein de l'armée? Il y a une dissension au sein de l'armée parce qu'il y a encore à peu près des gens qui soutiennent encore le président sortant, mais c'est pour ça qu'il faut être prudent parce qu'il y a une inquiétude au niveau de la population, au niveau de ceux qui ont manifesté, et donc cette inquiétude, il faut aussi qu'il n'y ait pas en tout cas, comme on peut dire, il ne faut pas qu'il y ait que les populations qui se sont battues se retrouvent en danger à cause de ça.
Donc là, il y a effectivement le général qui a fait le coup, mais apparemment, aux dernières nouvelles, ils sont en train de négocier avec l'ancien ministre de la Défense nationale, parce que à partir du moment où il n'a pas annoncé à la radio-télévision nationale, on ne peut vraiment pas être sûr. Ben voilà, parce que souvent quand il y a coup d'État militaire, enfin généralement ça se passe comme ça, Antoine Gazer, vous en avez lorsque le chef de l'État avait une réunion et que ses pairs, dans leur communiqué, disent voilà, ils sont cons, il y a eu un coup d'État au Burundi chez leurs voisins, comme une partie de ces chefs d'État, en particulier le Rwanda, était absolument hostile, en particulier à Pierre Nkurunziza et à ses pairs, n'était pas toujours, on ne peut pas dire qu'il a un soutien extrême de toute la région, d'autant que cette explosion au Burundi et ce qui se passait au Burundi pouvait aussi avoir des conséquences extrêmement graves pour l'ensemble de la région. Il y a quand même 50 000 personnes qui sont parties, 30 000 en Tanzanie, il y en a un certain nombre au Rwanda, en République démocratique du Congo, et c'est bien évident que Paul Kagame, quand il avait craignait vraiment qu'il y ait une partie de Hutus rebelles qui rejoignent également le Front démocratique de lutte pour le Rwanda, FDLR, qui sont dans le Kivu, donc ça pouvait faire des réactions en chaîne. Donc je pense qu'un certain nombre de gens, de chefs d'État de la région, en sous-main, doivent plus soutenir ce qui se passe dans la rue à Bujumbura que le président Nkurunziza. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai, parce que même la déclaration qui a été faite après le sommet de l'UAC, ils disent que de toute façon, ce qu'ils allaient dire au président, c'est qu'il fallait qu'il y ait un report des élections et que ces élections se fassent sans qu'il soit candidat, pour vraiment respecter les accords de paix qui avaient été signés. Alors on les rappelle quand même à nos téléspectateurs, donc d'abord la présidentielle, elle devait avoir lieu le 26 juin, et on rappelle que les accords d'Arusha de 2000, donc qui ont mis fin à plus de 10 ans de guerre civile au Burundi, parlaient donc, évoquaient en tout cas 2 mandats. Oui, effectivement, en fait, les accords d'Arusha, ils sont clairs, ils disent que le président du Burundi doit être élu pour un mandat renouvelable une fois, et que nul ne peut gouverner plus de 2 mandats. Et exceptionnellement, pour la période post-transitionnelle, le premier président allait être élu par le Parlement et le Sénat réunis en congrès, mais ça aussi, c'était aussi parce que le suffrage universel était difficile à mettre en place, mais c'était une manière aussi d'aider le Burundi vraiment à ce changement, à cette transition. Et la Constitution, elle précise que c'était exceptionnel pour ce premier mandat. Donc là, c'est vrai, il a... La Cour constitutionnelle qui a d'ailleurs donné son feu vert à une 3e candidature de Pierre Nkurunziza, mais qui, dans le même temps, cette Cour constitutionnelle qui aurait fait pression sur ses membres. Il y a le vice-président, voilà, absolument. Mais il faut savoir que c'était extrêmement important, ces accords d'Arusha. D'abord, on voyait pour la première fois l'Afrique du Sud. C'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment le principal succès de Nelson Mandela, qui ne s'est jamais vraiment occupé de ce qui se passait au niveau du reste du continent africain, mais il s'était vraiment investi au Burundi dans ces accords d'Arusha, parce qu'il y avait ce conflit interethnique à un moment donné qui avait fait 300 000 morts, et c'était la grande réussite. C'était aussi des alternances. C'est un pays à 85% globalement de Hutus et environ 25% de Tutsis, et c'est vrai qu'il y avait un vrai problème. Donc c'était un accord qui allait au-delà même des histoires constitutionnelles. C'était quelque chose qui permettait d'équilibrer, de sortir de ce conflit interethnique, et c'est un vrai succès sur ce plan-là, parce que là, c'est pas un conflit interethnique, c'est vraiment politique sur le fond, et au sein de l'armée, il y a autant de Hutus, de Tutsis, et donc c'est vrai que c'est extrêmement important aussi. On a vu que finalement, il s'appuyait beaucoup plus sur sa propre milice de son parti, et une partie de la police, mais l'armée est restée neutre, et vraiment, là, joue un rôle, et je pense que là, on est beaucoup plus dans un processus à la burkinabé qu'autre chose. On n'imagine pas qu'il y a le pouvoir. Je voudrais qu'on regarde quand même une carte du Burundi, quand même, pour nos téléspectateurs, sachent bien où ça se situe, donc le Burundi. 10 millions d'habitants. De l'Est, si c'est possible, donc de voir assez rapidement une carte du Burundi. La question quand même qu'on peut se poser, dont Flori Dimorukundo, il n'y a pas une crainte quand même, lorsqu'il y a un coup d'État militaire, quand même la crainte toujours derrière, c'est est-ce que l'armée va passer le pouvoir aux civils? Est-ce que vous ne craignez pas que l'armée conserve le pouvoir? Vous avez suffisamment confiance en cette institution pour qu'il y ait une transition? Oui, on a suffisamment confiance en l'institution militaire. Elle a fait ses preuves dans les missions de maintien de la paix en dehors du Burundi. Elle a toujours été neutre en ce qui concerne les manifestations qui ont débuté il y a 15 jours.
Et donc, c'est vrai qu'on peut craindre une escalade de violence, mais ce qui est important à faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, cette révolution, ce coup d'État, et c'est-à-dire ces manifestations-là, ce ne sont pas des manifestations, il y a une ethnie contre une autre. Là, ce sont vraiment les Hutus, les Tutsis et les Batouas qui sont tous allés dans la rue pour contester ce président, pour contester un hold-up constitutionnel. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une victoire du peuple burundais, et vraiment une victoire des accords d'Arusha aussi, qui ont mis fin à cette guerre civile. Et donc vraiment, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un changement, et ce changement, le général Niyombare, il a permis qu'il puisse avoir lieu, et je pense, comme il a dit, qu'ils ont mis en place un comité qui va décider de mettre en place un gouvernement de transition. Au Burkina, finalement. Oui, voilà. Absolument, Et c'est Absolument, même scénario. Oui, et donc, je ne pense pas qu'ils vont reprendre pour eux, parce que bon, je ne connais pas personnellement Niyombare, mais je connais des gens qui le connaissent, mais c'est quelqu'un d'intègre, d'après ce qu'on dit, et c'est quelqu'un qui n'a pas soif de pouvoir, c'est quelqu'un qui va remettre... C'est pas un Dadis Camara. Pardon? Non, pas du tout. Non, mais un type qui a quelques semaines qui refusait justement que le chef fasse un troisième mandat, alors que quelque part, il était quand même son patron des services secrets, il était très proche de lui pendant toute une période, il avait plutôt intérêt s'il faisait partir du clan, mais ça sans doute... Voilà, exactement, donc ça veut dire qu'on peut imaginer que c'est un homme de conviction, je ne connais pas non plus, je veux dire, mais on peut imaginer que c'est un homme suffisamment de conviction, qui a pris ses responsabilités, mais on est beaucoup plus dans un scénario, encore une fois, à la tunisienne ou à la burkinabé. Je pense à la Tunisie, parce que la Tunisie, Ben Ali, il n'a rien vu venir non plus, c'était comme ça, Rachid Amar, un général, il était en stage aux États-Unis, il est rentré, il a dit oh là là, patron, faut partir, il est parti, c'était fini. Là, c'était l'erreur. Il n'a rien vu venir non plus pour je veux dire, allez, on en a franchement. parlé suffisamment longtemps, on Yazer, sur le cas du Burkina, où ils c'est ont incroyable. un peu fébrile maintenant. Il y a une période, l'équipe, il faisait des sommets France-Afrique, il ne pouvait pas rentrer au pays. Là, franchement, partir en plein moment, il y a des trucs, on se demande. Voilà. Et puis, il faut aussi préciser une chose aussi, en fait, ce coup d'État, c'est-à-dire qu'il puisse être marqué, c'est aussi un échec d'une génération de politiciens. C'est-à-dire que ces politiciens-là qui ont gouverné depuis longtemps, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et même avant, oui, même avant la génération d'avant, on ne les a pas vus dans la rue. On ne les a pas beaucoup vus dans la rue, c'est vrai, ils se sont prononcés, mais ceux qu'on a vus dans la rue, c'est les jeunes, c'est la société civile qui s'est battue, c'est les associations de défense des droits les droits de l'homme qui se sont vraiment battus pour que ça puisse avancer. Mais l'opposition, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que souvent l'opposition est très morcelée, très divisée, c'est le cas également au Burundi, ou au contraire, est-ce que c'est une opposition unie et qui est prête justement à aller vers des élections demain? On espère qu'elle va être unie. C'est une opposition qui est dans savent qu'ils sont tous d'accord sur un point, que le président Nkurunziza se présentera pour un troisième mandat. Alors là, c'est visiblement fait, enfin presque. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ce qui devrait se passer, c'est qu'ils se mettent sur une table ensemble de négociation et qu'ils puissent décider, mettre en place vraiment un gouvernement qui prenne en compte, c'est-à-dire les différentes tendances, et qui puisse aussi rassurer la population burundaise, leur dire que c'est pas vraiment une ethnie contre une autre, c'est vraiment le peuple qui se bat pour la démocratie, pour vraiment la sauvegarde des libertés fondamentales que nous offre la Constitution. En tout cas, c'est extrêmement important, je veux dire, que le Burundi retrouve son calme pour l'ensemble de la région, parce que c'était vraiment un truc qui pouvait raviver des tensions dans des pays voisins, en République démocratique du Congo, où ça va pas, c'est pas terrible, au Rwanda, où vous savez que Paul Kagame, le président du Rwanda, menaçait d'intervenir directement au Burundi s'il voyait que des Tutsis, lui, compte tenu du fait qu'il soit Tutsi, avait été menacé plus ou moins. Donc je veux dire, il y a un potentiel de risque important au niveau de l'ensemble de la région. Et même si c'est vrai que l'opposition burundaise, comme dans beaucoup de pays africains, souvent ce sont des anciens qui ont été au pouvoir et ensuite qui passent dans l'opposition, mais je veux dire, c'est extraordinaire, c'est la jeunesse, on répète toujours la même chose. En Afrique, il y a 50% de la population qui ont moins de 25 ans, parfois c'est 60%, mais c'est vrai que c'est là où va se faire le changement et c'est là où ça se passe. Seulement entre
la population, entre les jeunes, souvent c'est vraiment avec un soutien souvent des diasporas, souvent il n'y a rien au milieu, et c'est ça la difficulté, c'est d'aller vers la démocratie en ayant pas vraiment de leader de l'opposition d'envergure, charismatique. Oui, mais il faut préciser, il n'y a pas que les jeunes de la diaspora, il y a des jeunes qui sont au Burundi, qui se sont vraiment... Non mais je parle de la diaspora plus les jeunes. Oui, plus les jeunes au Burundi, oui, il faut aussi saluer le travail qu'ont fait les jeunes au Burundi, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit à travers les manifestations en risquant leur vie tous les jours. Ce sont ces jeunes-là, et parmi cette jeunesse qui est au Burundi, il y a beaucoup de jeunes qui sont très capables, et en plus ce qui est bien, c'est qu'ils ont une culture différente de celle qu'ont les politiciens qui ont gouverné pendant les années qui ont suivi, depuis 93, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est vraiment nouveau. Il faut un air nouveau pour le Burundi. Et on peut vraiment que saluer ce... Antoine vient faire un bilan quand même, enfin on va pas l'enterrer avant l'heure, hein, Pierre Nkurunziza, mais un bilan quand même de ces 10 années passées au pouvoir. L'ambassadeur était sur le plateau, il disait que le Burundi c'était un paradis, peut-être que c'était comme dirait l'autre, ça avait bien démarré quoi. Ça avait bien démarré, il aurait fait de 2 mandats, c'est vrai que le Burundi, voilà, les choses se passaient plutôt bien jusqu'à ce qu'il s'entête et qu'il est devenu totalement autiste. Mais les choses se passaient plutôt bien d'un point de vue économique, c'est quand même pas formidable. Non, mais enfin, dans aucun pays, il y a un tel problème de rattrapage. Alors il y a toute une partie, évidemment, plus les gens restent au pouvoir, plus c'est le clan qui profite, et c'est pour ça d'ailleurs que son clan voulait le maintenir au pouvoir, parce qu'évidemment, il y a une corruption, captation de tout ce qui rentre. En plus, c'est un pays extrêmement pauvre, c'est le café, c'est l'agriculture, il n'y a pas de pétrole, et c'est le principal problème de ce pays. En fait, le bilan, il est vraiment très négatif. Les 10 ans qui... Vous êtes proche de l'opposition, de toute non, mais c'est vraiment, les chiffres le montrent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pu faire débloquer 2 milliards d'argent en demandant à la communauté internationale pour relever le Burundi, pour soutenir le Burundi dans plusieurs domaines, en disant qu'il allait créer des industries au Burundi, mais apparemment les 3 qui ont été créées lui appartiennent, et dans la province natale, et qui sont basés dans la province natale. Et en même temps, aujourd'hui, on est le 2e pays le plus pauvre du monde. On parlait aussi de la gratuité des soins pour les mamans qui allaient accoucher ou pour les jeunes, mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que en réalité, ça ne se passait pas vraiment, il n'y avait pas une gratuité, il y en avait qui payaient. C'est-à-dire que le bilan, quand on regarde, et puis même au niveau des investissements, tous les investisseurs, ils avaient peur à cause de la corruption. Beaucoup d'investisseurs, ils ont voulu investir au Burundi, mais à cause de cette corruption... Ça ne s'est pas fait. Merci beaucoup, merci Floride Mouloukoundou d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup à vous, Antoine Glaser, on suivra évidemment sur l'antenne de